Imaginez un peu la scène. On est en 1665. Vous êtes là, debout dans les couloirs sombres de l'Alcazar de Madrid, par un matin d'été étouffant. L'air est lourd. Une chape de plomb saturée d'encens et de l'odeur métallique et douceâtre des linges souillés de sang. Derrière de lourdes portes en chêne, vous entendez la respiration saccadée, les cris d'une femme en plein accouchement. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle naissance. Non, c'est le bouquet final, le point culminant de près de 2 siècles, d'une catastrophe génétique méticuleusement orchestrée. Le moment précis, où l'obsession de la dynastie des Habsbourg pour la pureté du sang allait enfin prendre chair et os, pour le meilleur, et surtout pour le pire. La femme qui hurle sa douleur derrière ses portes, c'est la reine Marianne d'Autriche. Et elle est à la fois la nièce et l'épouse du roi Philippe IV d'Espagne. Oui, vous avez bien entendu. Nièce et épouse. L'homme qui fait les 100 pas sur le sol en marbre dehors n'est donc pas seulement son mari et son roi, mais aussi son oncle, avec un petit 30 ans de plus au compteur. L'enfant qui se bat pour venir au monde, dans cette atmosphère de tragédie grecque, s'appellera Charles II d'Espagne. Et toute son existence sera l'incarnation vivante, l'avatar monstrueux des conséquences d'une consanguinité royale, poussée jusqu'à sa conclusion logique et absolument terrifiante. On peut presque sentir la peur suinter des murs comme de l'humidité. Les courtisans chuchotent, leurs chaussons de soie glissant sans un bruit sur les dalles polies, trahissant une nervosité palpable. Ils savent. Tout le monde dans ce fichu palais sait que la lignée des Habsbourg d'Espagne est au bord du gouffre, prête à basculer dans le néant. Les héritiers précédents, Balthazar Charles, puis Philippe Prospero, sont morts en bas âge, leur petit corps trop fragile pour s'accrocher à la vie. Alors maintenant, tandis que les cris de la reine résonnent comme un glas dans les couloirs, c'est le sort de tout un empire qui se joue. Mais le véritable drame, la véritable horreur, ce n'est pas seulement cet instant précis. Non, elle réside dans le siècle et demi de choix délibérés qui y ont mené. Chaque mariage arrangé, chaque alliance politique scellée par des liens de sang, chaque décision de marier un cousin à une cousine, un oncle à une nièce, a été un pas de plus sur le chemin de cette inévitable apocalypse génétique. Les Habsbourg ne sont pas tombés dans le désastre par accident. Ils l'ont orchestré avec la précision morbide d'une marche funèbre. Avant de plonger tête la première dans ces histoires oubliées, à la fois tragiques et fascinantes, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce en l'air, on s'abonne et on active la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Je trouve ça absolument dingue de se dire qu'on explore ces vieux récits ensemble, connectés depuis les 4 coins du monde par notre curiosité. L'histoire de Charles II, vous l'aurez compris, ne commence pas vraiment à sa naissance. Elle commence avec ses ancêtres, avec un arbre généalogique si enchevêtré qu'il ressemble plus à une toile d'araignée moisie qu'à des branches s'élevant fièrement vers le ciel. Pour bien saisir l'ampleur du désastre qui se joue dans ce palais de Madrid, il faut remonter le temps avec moi, jusqu'aux origines du pouvoir des Habsbourg, et suivre pas à pas la destruction méthodique de leur propre patrimoine génétique, génération après génération. La dynastie des Habsbourg a commencé à se faire un nom au XIIIe siècle, mais leur grande expérience génétique, leur projet fou, a véritablement démarré avec l'empereur Maximilien Ier à la fin des années 1400. Maximilien avait compris un truc qui allait devenir la devise non officielle de la famille, « Bella Gerentali, tu Felix Austria nube », ce qui veut dire en gros « laisse les autres faire la guerre. Toi, heureuse Autriche, marie-toi ». Et pour eux, le mariage, ce n'était pas une histoire d'amour, ni même une simple alliance politique au sens classique. C'était un outil pour accumuler du pouvoir, pour amasser des territoires en collectionnant les couronnes, tout en s'assurant que ce pouvoir reste bien au chaud, confiné dans le cercle familial. Au début, la stratégie a fonctionné à merveille. C'était même un coup de génie. Grâce à une série de mariages savamment orchestrés, les Habsbourg ont fini par contrôler des territoires immenses à travers toute l'Europe. Au moment où Charles V hérite du trône en 1519, leur empire s'étend de l'Espagne à l'Autriche, des Pays-Bas à Naples. Le soleil, comme on disait, ne se couchait littéralement jamais sur leur domaine. Mais alors même que leur pouvoir politique atteignait son apogée, les fondations génétiques commençaient déjà à se fissurer. Charles Quint lui-même était le produit d'un mariage entre cousins germains. Ses parents, Philippe le Beau et Jeanne la Folle, partageaient les mêmes grands-parents. C'était un premier avertissement. Mais personne n'y a prêté attention. Quand Charles Quint abdique en 1556, épuisé,
Il divise son empire colossal entre son fils, Philippe II, qui régnera sur l'Espagne, et son frère, Ferdinand Ier, qui prendra la tête de l'Autriche. Cette scission est cruciale pour notre histoire, car elle a créé deux branches distinctes, mais inextricablement liées des Habsbourg, qui allèrent passer le siècle suivant à se marier systématiquement entre elles. C'est là que la machine infernale s'emballe. Philippe II d'Espagne devient alors l'architecte en chef du suicide génétique de la dynastie. Marié 4 fois, il était absolument convaincu que pour maintenir l'hégémonie des Habsbourg, il fallait verrouiller le patrimoine familial. Sa première femme, Marie-Manuelle de Portugal, était sa cousine germaine. Quand elle meurt en couche, il épouse Marie-Hire d'Angleterre, une alliance purement politique. Après la mort de cette dernière, il se tourne vers la France avec Élisabeth de Valois. Une rare exception à la règle familiale, mais pour son 4e et dernier mariage, il va sortir le grand jeu et poser les rails du désastre final. En 1570, à 43 ans, Philippe II épouse sa propre nièce de 20 ans, Anne d'Autriche. Anne était la fille de sa sœur, ce qui faisait d'elle non seulement sa nièce, mais aussi sa cousine au 2e degré. Leur union a produit le futur Philippe III, né en 1578. Et c'est cet enfant qui allait porter le fardeau génétique et le transmettre, encore amplifié, à la génération suivante. Les mathématiques de la consanguinité sont aussi précises qu'elles sont effrayantes. Pour faire simple, c'est un score, le coefficient de consanguinité, qui mesure à quel point votre arbre généalogique ressemble plus à une couronne de Noël qu'à un véritable arbre. Dans une population normale, ce coefficient est proche de 0. Pour des enfants nés de cousins germains, il est de 6,25%, ce qui signifie qu'ils ont 6,25% de chances en plus d'hériter de 2 copies identiques de gènes récessifs potentiellement dangereux. Mais les Habsbourg, eux, ne se contentaient pas de petits mariages entre cousins. Ils ont systématisé la pratique sur plusieurs générations, en boucle. C'était leur mode de vie. Philippe III, né de l'union d'un oncle et de sa nièce, est déjà arrivé au monde avec un coefficient bien au-delà des seuils de sécurité. Et quand est venu son tour de se marier, la famille a décidé de doubler la mise dans cette partie de roulette russe génétique. En 1599, Philippe III épouse Marguerite d'Autriche, qui était non seulement sa cousine germaine, mais aussi la sœur de sa belle-sœur. La complexité de leur lien de parenté défie toute description simple. Ils étaient liés par de multiples ancêtres communs, ce qui a amplifié les risques à chaque génération. Leur fils Philippe IV, né en 1605, est entré dans le monde avec un coefficient de consanguinité qui aurait fait paniquer n'importe quelle autre famille. Mais pour les Habsbourg, c'était juste le prix à payer pour garder le pouvoir. Déjà chez Philippe IV, on voyait poindre les signes avant-coureurs de la catastrophe. Sa mâchoire arborait déjà cette fameuse lèvre des Habsbourg, un prognatisme mandibulaire proéminent qui le gênait pour parler et pour manger. Ses capacités intellectuelles, bien que pas encore gravement atteintes, montrèrent déjà les signes subtils d'un déclin cognitif qui allait devenir la norme pour les générations futures. Cette lèvre des Habsbourg, ce menton en galoche, est le marqueur visible, le stigmate de la dégénérescence génétique de la famille. Cette déformation faciale si distinctive est le résultat de gènes récessifs qui contrôlent le développement de la mâchoire. Normalement, ces gènes sont masqués par des allèles dominants. Mais dans une famille ultra-consanguine, les traits récessifs s'expriment avec une fréquence et une sévérité croissantes. Les portraits des souverains Habsbourg sont une véritable frise chronologique de cette déformation. Chez Maximilien Ier, on devine un léger prognatisme. Chez Charles V, c'est clairement visible, mais pas encore handicapant. Les portraits de Philippe II et III montrent une mâchoire de plus en plus saillante. Mais tout ça, ce n'était qu'une mise en bouche, un avant-goût de la catastrophe à venir. Le règne de Philippe IV, de 1621 à 1665, a coïncidé avec le lent déclin de l'Espagne, qui chutait de son piédestal de superpuissance. Bien sûr, des facteurs politiques et économiques ont joué un rôle, mais on ne peut pas ignorer les propres luttes du roi contre les effets de sa consanguinité. Sa difficulté à s'exprimer clairement nuisait à sa communication avec ses conseillers. Ses problèmes de santé récurrents, dont des crises d'épilepsie et une fatigue chronique, ont forcément impacté sa capacité à prendre des décisions cruciales. Mais la contribution la plus significative de Philippe IV au désastre génétique des Habsbourg, ce fut le choix de son épouse. En 1649, à 44 ans, il épouse sa nièce de 15 ans, Marianne d'Autriche. Marianne était la fille de la propre sœur de Philippe IV,
ce qui veut dire que Philippe était à la fois son oncle et son cousin au deuxième degré. Le mariage démontre l'engagement total, presque sectaire, de la famille dans son expérience génétique. À l'origine, Marianne était promise au fils de Philippe IV, le prince Balthazar Charles. Mais quand le jeune prince est mort en 1646, la famille a simplement réattribué la fiancée à son père. La différence d'âge de 29 ans, un détail sans importance. Ce qui comptait, c'était de garder le sang pur et l'héritage dans le cercle familial fermé. Les récits de l'époque décrivent Marianne comme une jeune femme frêle, nerveuse, complètement écrasée par ses responsabilités de reine. Elle avait été élevée à la cour autrichienne dans la seule perspective de se marier au sein de la famille. Mais la réalité de devenir la reine de son propre oncle s'est avérée insurmontable. Les observateurs notaient ses maladies fréquentes, sa timidité maladive et sa tendance à la mélancolie. Tous les symptômes qui allaient plus tard apparaître, mais en version amplifiée chez son fils. L'union de Philippe IV et de Marianne a produit plusieurs enfants, mais la plupart sont morts en bas âge. Philippe Prospero, né en 1657, fut salué comme l'héritier tant attendu, mais sa santé était précaire dès sa naissance. Sa courte vie est un aperçu glaçant des horreurs à venir. Né après de multiples fausses couches, il était faible et maladif dès son premier souffle. Les chroniqueurs le décrivent comme un enfant qui peinait à marcher, parlait avec difficulté et souffrait de crises d'épilepsie. Son système immunitaire était si faible que la moindre maladie infantile a failli le tuer à plusieurs reprises. Quand il a finalement succombé en 1661, à l'âge de 4 ans, la cour d'Espagne s'est retrouvée dans une situation désespérée. Il fallait un héritier. La pression sur la reine Marianne pour produire un autre fils était immense. L'Empire espagnol déjà affaibli avait besoin d'un dirigeant fort. Mais les probabilités génétiques étaient catastrophiques. Leur coefficient de consanguinité était si élevé que n'importe quel enfant à naître courait un risque extrême de troubles génétiques, de difformité et de handicap. C'est dans ce contexte de désespoir et de faillite génétique que Charles II d'Espagne est né, le 6 novembre 1665. L'accouchement fut long et difficile. Lorsque le nourrisson a enfin vu le jour, les médecins et les sages-femmes ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas du tout. L'apparence de Charles II à la naissance était choquante, même pour les standards des Habsbourg. Sa tête était disproportionnée, énorme. Ses membres étaient faibles et mal développés. Et puis il y a la signature familiale, le clou du spectacle macabre, la fameuse mâchoire des Habsbourg. Sur Charles, ce n'est plus un trait, c'est une caricature grotesque. Son menton était si projeté en avant que ses dents du haut et du bas ne se toucheront jamais, ce qui l'empêchera de mâcher correctement de toute sa vie. Mais les difformités physiques n'étaient que le début du calvaire de Charles II. Son développement mental était gravement retardé. Il n'a pas prononcé ses premiers mots avant l'âge de 4 ans, et même alors, son élocution était quasi inintelligible. Il n'a pas pu marcher sans aide avant l'âge de 8 ans. Les médecins de la cour, avec leur connaissance du XVIIe siècle, n'avaient aucune idée de ce qu'était la génétique. Ils ont attribué ces problèmes à des causes surnaturelles, des malédictions, une punition divine. Certains ont accusé le régime alimentaire de sa mère. D'autres ont suggéré que des esprits malins avaient possédé l'enfant. La réalité était bien plus terre-à-terre, mais tout aussi terrifiante. Charles II était le résultat inévitable de 2 siècles de consanguinité systématique. Une analyse génétique moderne de l'arbre généalogique des Habsbourg a révélé que Charles II avait un coefficient de consanguinité de 0,254. C'est plus élevé que celui d'un enfant né de l'union d'un frère et d'une sœur en termes génétiques. Il était l'équivalent d'un enfant né de 2 générations successives d'inceste entre frères et sœurs. Chaque mutation néfaste qui s'était accumulée dans le sang des Habsbourg pendant des siècles s'est exprimée dans son corps torturé. La cour d'Espagne a lutté pour maintenir la fiction d'un héritier normal et en bonne santé. Les portraits officiels étaient soigneusement composés pour minimiser ces difformités. Les ambassadeurs étrangers étaient briefés sur la manière d'interagir avec le roi pour ne pas révéler l'étendue de ses handicaps. Mais les rumeurs se sont répandues dans toute l'Europe parlant du roi fou d'Espagne. Les diplomates rapportaient son comportement bizarre, son incapacité à tenir une conversation, ses crises fréquentes. Certains le décrivaient comme plus proche de l'animal que de l'homme, bavant de manière incontrôlable et émettant des sons incompréhensibles. L'impact psychologique sur Charles lui-même est difficile à imaginer. Piégé dans un corps qui le trahissait, entouré de courtisans qui le traitaient comme un enfant dangereux,
il a développé une paranoïa profonde. Son régime alimentaire se limitait au bouillon, au bouilli, à tout ce qui pouvait être avalé sans être mâché. La question de son mariage est devenue une crise d'État. Le roi devait produire un héritier, mais son état rendait la chose hautement improbable. En 1679, à 14 ans, il fut marié à Marie-Louise d'Orléans, une princesse française jeune, belle et en pleine santé. Tout ce que Charles II n'était pas. Le mariage était un désastre. Les récits décrivent une mariée terrifiée par son époux, tandis que Charles semblait à peine conscient de ce qui se passait. La consommation du mariage fut reportée pendant des mois. Les lettres de Marie-Louise à sa famille sont déchirantes. Elle décrivait son mari comme « plus mort que vif ». Le mariage a duré 10 ans, sans héritier. Marie-Louise est morte subitement en 1589, à 26 ans, probablement épuisée par le stress psychologique et physique de cette union impossible. Le deuxième mariage de Charles II, avec Marie-Anne de Neubourg en 1690, fut encore plus désespéré. Mais le résultat fut le même. Marie-Anne a décrit un roi de plus en plus paranoïaque, sujet à des accès de colère, passant des heures à se regarder dans les miroirs, fasciné par son propre reflet. Son état mental s'est dégradé tout au long de sa trentaine. Il est devenu convaincu d'être victime d'une malédiction et a dépensé des fortunes en exorcistes. Physiquement, il a vieilli à une vitesse fulgurante. À 20 ans, il en paraissait 50. Ses cheveux sont devenus gris et rares, sa peau cireuse, son corps de plus en plus frêle. Pendant ce temps, l'Empire espagnol continuait son déclin. Sans leadership fort, les provinces prenaient leurs aises. Les problèmes économiques s'accumulaient. Les puissances étrangères tournaient autour, comme des vautours, attendant l'effondrement inévitable de la lignée. La guerre de succession d'Espagne se profilait à l'horizon. Charles, malgré ses limites, comprenait qu'il était le dernier de sa lignée et que sa mort déclencherait une guerre continentale. Ce poids ajoutait à son tourment. Sa cour était devenue un théâtre surréaliste de la décadence, où des cérémonies fastueuses se déroulaient autour d'un roi fantôme qui bavait dans sa nourriture et fixait le vide. Le véritable pouvoir était exercé par des conseils de ministres et des conseillers, qui gouvernaient autour de Charles plutôt qu'à travers lui. La religion est devenue l'obsession centrale de la cour, un dernier recours face à une situation insoluble. Charles lui-même passait des heures en prière, espérant un miracle que la médecine et la politique ne pouvaient lui offrir. L'histoire de Charles II est avant tout celle du coût humain d'une expérience génétique insensée. Derrière les calculs dynastiques, il y avait un homme qui a souffert chaque jour de sa vie des conséquences des choix de ses ancêtres. Une douleur physique constante, une solitude infinie et le supplice de savoir qu'il était une déception pour tous. Sa relation avec sa mère, la reine Marianne, était complexe. Elle a passé sa vie à chercher désespérément un remède, consultant médecins, prêtres et même guérisseurs. En vieillissant, elle est devenue surprotectrice, tentant de le protéger de la dure réalité tout en le poussant à assumer ses devoirs royaux. La santé de la reine-mère elle-même s'est détériorée sous le poids de ce fardeau. Pendant ce temps, le peuple espagnol ignorait en grande partie l'étendue du handicap de son roi. Les apparitions publiques étaient rares et millimétrées, mais les rumeurs allaient bon train. Des contes populaires parlaient d'un roi maudit, d'un enfant échangé à la naissance, d'un sortilège. L'impact économique du règne de Charles II fut dévastateur. Le manque de leadership a laissé la corruption gangrener le gouvernement. L'armée espagnole, autrefois la plus redoutable d'Europe, s'est effondrée. Sans un roi guerrier pour la mener, elle a subi défaite sur défaite. Les institutions religieuses, ironiquement, ont prospéré. L'Inquisition espagnole a gagné en influence. Le roi et sa cour cherchant des explications et des solutions spirituelles à leurs problèmes. Alors que Charles approchait de la trentaine, son état a continué de se détériorer. Les crises d'épilepsie sont devenues plus fréquentes, plus violentes, le laissant parfois inconscient pendant des jours. Son élocution, déjà mauvaise, est devenue un murmure inarticulé. Il fallait l'aider pour les gestes les plus simples. Manger, s'habiller, marcher. Dans ces dernières années, il est devenu de plus en plus isolé, passant la plupart de son temps dans ses appartements, entouré d'une poignée de serviteurs fidèles. Son apparence physique était choquante. Il était émacié, sa peau grise, ses cheveux blancs. La lèvre des Habsbourg, déformant son visage, lui donnait un air presque grotesque. L'attention internationale était à son comble. Chaque quinte de toux du roi d'Espagne était rapportée dans toutes les cours d'Europe. On ne se demandait plus si la guerre allait éclater. Mais quand? L'existence même de Charles était devenue un obstacle à la paix en Europe. Le 1er novembre 1700, Charles II d'Espagne est mort.
Il avait 38 ans. Son corps, ravagé par une vie de troubles génétiques, a finalement cédé. Les médecins de la cour, qui avaient passé des décennies à essayer de soigner des maux qu'ils ne comprenaient pas, ont constaté son décès avec un mélange de soulagement et d'effroi. Ces derniers mots auraient été, selon la légende, incompréhensibles. Un dernier testament à la prison qu'avait été son propre corps. L'autopsie a révélé l'ampleur du désastre. Ses organes étaient décrits comme gangrenés et corrompus. Son cœur avait la taille d'un grain de poivre. Ses poumons étaient corrodés, ses intestins tuméfiés. Il n'avait qu'un seul testicule, noir comme du charbon, et son cerveau était plein d'eau. Il était, selon les médecins, incapable de se reproduire. Avec la mort de Charles II, la lignée des Habsbourg d'Espagne s'est éteinte pour toujours. L'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais se retrouvait sans héritier, déclenchant la terrible guerre de succession d'Espagne qui allait remodeler la carte politique de l'Europe. L'expérience génétique, qui avait commencé avec tant d'ambition, s'était achevée dans l'extinction et le chaos. Le silence est enfin tombé dans les couloirs de l'Alcazar de Madrid, là où notre histoire a commencé. Les cris de l'accouchement qui avaient résonné 38 ans plus tôt avaient été remplacés par le silence de la mort. L'expérience génétique s'était terminée en échec total, ne laissant derrière elle que le souvenir d'un homme brisé, dont l'existence même témoignait de l'horreur qui survient lorsque la pureté du sang devient plus importante que la simple humanité. La lèvre des Habsbourg a disparu des cours royales d'Europe, mais la leçon est restée. Certaines victoires coûtent un prix bien trop terrible, et certains monstres ne naissent pas du mal, mais des choix calculés de ceux qui ont cru pouvoir améliorer la nature elle-même. Finalement, la reine qui avait donné naissance à un monstre n'avait fait qu'accoucher de l'inévitable conclusion du pari génétique de sa famille. Un pari qui leur a absolument tout coûté.